Donc, bien sur la question des indicateurs qualité maintenant, un sujet qui a déjà été soulevé tout à l'heure. C'est le docteur Gilles Bontemps, qui est directeur de mission à la DDGOS, qui va nous exposer donc les résultats d'une base de données qu'il gère depuis un certain temps, Visushir, qui en est à sa quatrième version, un quatrième résultat. Quatrième résultat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, la question qui est posée cet après-midi, les réhospitalisations post-chirurgie peuvent-elles définir les complications? Alors, cette question a émergé lors des travaux qu'on a actuellement dans le cadre de l'outil Visushir. Je l'ai déjà présenté dans cette assemblée. Je vous rappelle très rapidement les concepts et les principes de cet outil. Donc, initialement, il y a effectivement une base de données de 1000 établissements sur l'ensemble des établissements chirurgicaux français. Il y a 4 années de données qui sont dans cet outil, avec pour chaque année 6 millions de séjours chirurgicaux et 9 millions d'actes chirurgicaux par an. Alors, c'est un outil qui analyse, suit et compare les pratiques chirurgicales via effectivement 6 indicateurs qui ont plus trait à la chirurgie ambulatoire et 6 indicateurs qui ont plus trait à la chirurgie conventionnelle. Alors, comme vous le savez, Visushir est disponible en open data, c'est-à-dire sans effectivement mot de passe ni effectivement identifiant, sur amélie.fr. Alors, Visushir, en fait, c'est 3 outils de datavisation qui ont été mis en ligne progressivement à partir de 2018. Le premier outil qui s'appelle Visushir Établissement, lui, il avait plutôt pour finalité d'aider les établissements à développer la chirurgie ambulatoire. Le deuxième outil qui a été développé, Visushir Spécialité, en lien avec les CNP, on va le voir par la suite, lui, il avait plutôt comme finalité d'aider à l'évaluation des pratiques, à la fois professionnelles et organisationnelles. Et le troisième outil qui est sorti, Visushir Région, lui, a plutôt une logique d'organisation sanitaire, mais ces 3 outils partent effectivement de la même base de données et des mêmes indicateurs, en particulier le travail fin qui est fait au niveau des actes CCM. Alors, si je reviens sur le deuxième outil qui est le propos de cette session cet après-midi, l'outil Visushir Spécialité, c'est un outil qui a été co-construit avec 5 CNP sociétés savantes. Il y a l'AFU, les orthopédistes, les ophtalmologistes, l'ERL et cervico-facial et les chirurgiens viscéraux et digestifs. C'est un outil qu'effectivement qu'on a voulu pour effectivement être une aide pour le chirurgien de terrain et pour les sociétés savantes, avec un objectif majeur, comme je l'ai dit, c'est l'évaluation des pratiques professionnelles et organisationnelles, tout du moins une aide à l'évaluation de ces pratiques. Il permet d'explorer une spécialité chirurgicale en bénéficiant justement de cette vision co-construite avec les sociétés savantes et les CNP. Il permet d'identifier les établissements de référence pour nourrir les échanges entre pairs et c'est aussi une aide à l'évaluation des pratiques par rapport aux recommandations de bonnes pratiques. Et vous avez le lien Internet qui vous permet effectivement d'avoir accès à cet outil Visushir Spécialité. Alors, cet outil a comme principe effectivement de mettre à disposition des panoramas chirurgicaux. Il y a 700 000 panoramas chirurgicaux qui sont disponibles dans cet outil. Vous avez à la fois des panoramas nationaux, des panoramas par région, des panoramas par catégorie juridique, des panoramas enfants, des panoramas adultes, un certain nombre effectivement de panoramas. Il permet entre autres d'identifier les centres de référence ambulatoires par rapport à une spécialité et par rapport à un acte, puisqu'il va jusqu'au niveau le plus fin. Il permet de connaître les centres d'innovation chirurgicale et en particulier, on a introduit depuis cette année la chirurgie robotique. Il permet de comparer aussi les durées de séjour dans le cadre, par exemple, d'un suivi de la récupération améliorée après chirurgie. Alors, je reprends 2 propos qui ont été effectivement dits lors de la journée nationale de lancement du premier outil le 18 octobre 2018, Philippe Mar et puis Richard Villet, puisqu'on avait invité l'Académie de chirurgie à participer à la lancée de cet outil. Philippe Mar a dit « Visushir va aller inéluctablement à l'évaluation précise de chaque praticien, de ce qu'il fait, de ses résultats et de ses échecs. Cela va complètement modifier le paysage. » Et le président de l'époque, Richard Villet, Visushir est reconnu génial. Si dans une deuxième phase, on a d'autres outils comme des registres qui donnent des résultats sur la qualité, et si en plus on peut coupler avec des informations pour savoir combien ça coûte, alors on aura fait un vrai progrès avec des informations coût-efficacité, et c'est le but
de l'Académie nationale de chirurgie de faire évoluer la chirurgie dans ce sens. Donc, vous voyez, en 2018, il y a 5 ans, il y a déjà une première réflexion en disant, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait envisager par rapport à un autre Visuchir, une évolution de Visuchir. Alors, la demande qui a été exprimée et qui a fait l'objet, effectivement, des travaux qui vont vous être présentés, il y a des demandes récurrentes de la part d'experts et de sociétés savantes qui souhaitaient intégrer dans l'outil Visuchir, en plus des indicateurs aujourd'hui disponibles, qui sont des indicateurs sur l'activité et l'organisation, dont on sait que ce sont des indicateurs indirects de la qualité et de la sécurité des soins, d'intégrer des indicateurs comme les taux de réhospitalisation, qui sont plus directs de la qualité et de la sécurité des soins. Et on voit bien au travers de cette logique qu'on passe d'une logique d'indicateur de moyens vers une logique d'indicateur de résultats. Alors la première phase que nous avons eue, c'est finalement de refaire une revue des publications qui ont eu lieu sur les indicateurs de réhospitalisation. Il y en a énormément. Là, j'en ai repris 4 que je vais vous présenter successivement parce qu'elles sont assez intéressantes dans leur approche. Il y a le guide méthodologique qui a été publié par le ministère de la Santé et de l'ATIH sur les taux de réhospitalisation en 30 jours. Il y a les travaux que tout le monde connaît sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS, notamment les réhospitalisations à 3 jours après la chirurgie ambulatoire. Il y a l'excellent rapport, et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment remarquable, ce rapport, qui a été publié par la Haute Autorité de Santé en juin 2022, qui fait vraiment une synthèse de tous les indicateurs en chirurgie, qui s'appelle « Proposition d'indicateurs de vigilance en chirurgie ». Et puis, il y a l'étude de la morbimortalité de la prostatectomie radicale en France, qui est une étude CNAM qui est en cours de publication et qui vous a été présentée il y a quelque temps par Guy Valencien. Alors, si je reprends chacune de ces publications pour essayer d'extraire, j'allais dire, les éléments les plus importants, la première publication sur réhospitalisation à 30 jours par le ministère de la Santé et de l'ATIH, un élément extrêmement important qu'on retrouve dans cette publication, c'est le fait de différencier les indicateurs en fonction des finalités que l'on veut faire suivre par rapport à ces indicateurs. Et en particulier, la différence entre les réhospitalisations les plus précoces, par exemple 3 jours et 7 jours, semble plus liée à la qualité intra-hospitalière des soins, donc on est plutôt dans une logique établissement, que les indicateurs de réhospitalisation à 30 jours, qui seraient plutôt le reflet de l'organisation du système de soins au niveau de la coordination des acteurs de premier recours et de la coordination ville-hôpital. Là, on est plutôt sur une logique de territoire. Et leurs travaux qui ont amené à construire des taux de réhospitalisation en 30 jours qui ont comme particularité effectivement d'être des indicateurs globaux. Donc, on mélange médecine, chirurgie obstétrique, plutôt à un niveau macro, donc on est bien sur des GHM, donc qui sont, je le rappelle, des regroupements médico-économiques, et plutôt effectivement dans une logique de territoire avec une standardisation par âge et par sexe. Donc eux, leur réflexion, c'est plutôt effectivement une logique d'indicateurs de territoire, et ils ont mis à disposition une liste des facteurs explicatifs pour pouvoir utiliser cet indicateur. Le deuxième rapport, Laetitia vous en a parlé, la réhospitalisation à 3 jours pour la chirurgie ambulatoire, avec, j'ai repris un petit peu l'historique parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. En 2016, la HAS avait fait la tentative d'un indicateur global par établissement à l'aide de la construction d'un algorithme et de retour aux dossiers médicaux des patients, en construisant un ratio global standardisé. C'est le nombre observé de réhospitalisation dans l'établissement par racine de GHM par rapport au nombre attendu par racine de GHM. Donc, on est dans un indice plutôt que dans un taux, et qui était abandonné car effectivement, cet indicateur était toute racine de GHM confondue. C'était non discriminant parce que c'était le niveau trop grossier, et des éléments positifs comblaient les éléments négatifs. Donc, il y avait effectivement des indicateurs qui n'étaient pas tellement interprétables. Et ce qui a amené la Haute Autorité de Santé vers des indicateurs plus spécifiques au niveau des racines de GHM. Il y en a eu 214 racines de GHM, et la Haute Autorité de Santé a effectivement eu cette position en disant que ce n'était pas très pertinent de calculer 214 indicateurs. Donc, ils ont ciblé uniquement ceux qui avaient un potentiel d'amélioration à travers une liste de 3 critères. Donc, ils ont identifié, Laetitia l'avait dit tout à l'heure, 6 racines de GHM, les cholécystectomies, les interventions transurétrales ou transcutanées sur les lithiases et sur les non-lithiases, les amygdalectomies, les hémorrhoïdectomies et les prostatectomies. Et il était présenté récemment les résultats nationaux de la campagne 2022,
avec toujours ce calcul d'un ratio standardisé du nombre observé sur l'attendu entre 1 et 3 jours pour chacune des 6 racines de GHM. Et la HAS a identifié les établissements ayant un résultat moins bon que prévu, donc qui était défini par au-delà de 3 écarts types, ce qui correspond pour chaque GHM à un nombre quand même relativement réduit d'établissements, puisqu'on est, suivant les racines de GHM, on est entre 2 et 9 établissements. Et je prends cet exemple pour les prostatectomies. Il y a eu 2 établissements qui sont identifiés atypiques. Et si on regarde un petit peu le panorama des prostatectomies en France, on sait qu'il y a 411 sites français qui opèrent des prostatectomies et dont 25% opèrent moins de 15 prostatectomies par an, donc c'est pratiquement une par mois. Donc là, effectivement, on peut s'interroger sur la qualité des pratiques par rapport à ce très faible nombre. Et effectivement, entre 2 établissements identifiés au niveau national et 25%, donc ça fait environ 100 sites français, vous voyez qu'il y a effectivement une discordance par rapport à ces différents éléments. Donc là, on est plutôt sur des indicateurs de chirurgie ambulatoire, on est sur des ratios standardisés et on est sur un nombre limité de racines de GHM et donc limité de nombre d'établissements. Le 3e rapport, qui est l'indicateur de vigilance, le rapport de l'HAS sur les indicateurs de vigilance en chirurgie, je rappelle un peu le contexte. Dans le cadre de la rénovation des décrets d'autorisation, le ministère a saisi la HAS pour définir, en lien avec les professionnels de santé, des indicateurs de résultats à partir du PMSI permettant une alerte en termes de qualité et sécurité, en demandant de raisonner par termes de spécialité, acte ou groupe d'actes, et de demander aussi à la HAS une mise à disposition rapide, en évoquant qu'en fait, les ajustements statistiques ne doivent pas retarder les travaux. Et la HAS a fait une revue de littérature extrêmement intéressante sur tous les indicateurs, que ce soit de vigilance, de mortalité, de réhospitalisation, de complications. Je vais simplement faire un petit focus sur les indicateurs de réhospitalisation. Donc, quand on revoit un petit peu dans les littératures, tous ces taux de réhospitalisation qui sont couramment utilisés plutôt comme des indicateurs de vigilance. Et en fonction des pays, ces indicateurs sont calculés plutôt toutes causes confondues ou plutôt spécifiques par rapport à une intervention. Et je rappelle l'Australie qui est un temps en avance par rapport à la mise à disposition de ce type d'indicateurs. Eux, ils ont des codes spécifiques pour identifier ces réhospitalisations en lien avec une complication par rapport au séjour princeps, que nous n'avons pas en France au niveau du PMSI. On a des codes indirects, on n'a pas des codes directs qui articulent la réhospitalisation par rapport à une complication à la suite d'un séjour chirurgical. Et donc, effectivement, il y a aussi la remarque qui est, quand on est dans une logique dans les 7 jours, on est plutôt sur la qualité des soins intra-hospitaliers. Quand on est dans une logique à 30 jours, c'est plutôt un premier recours sur le territoire et plutôt une coordination entre la ville et l'hôpital. Avec la proposition qui est faite de l'HAS, d'une méthode de calcul des indicateurs de qualité, en notant déjà un élément important, c'est que des études effectuées aux USA montrent que les données de routine PMSI se prêtent au moins aussi bien à l'analyse de la qualité que les données spécialement collectées dans les registres, notamment par rapport à un coût-bénéfice qui est favorable puisque c'est des données qui sont disponibles et immédiatement accessibles sans être obligé de les recueillir au préalable. Donc l'HAS propose des indicateurs de résultats. On est toujours sur des nombres standardisés du nombre observé par rapport au nombre attendu et plutôt là où il y a des marges d'amélioration, c'est effectivement pas systématique. On est plutôt dans des établissements atypiques par rapport à des valeurs de référence avec des limites qui sont fixées à 2 ou 3 écarts types. Et dernier élément au niveau de ce rapport, il y a un tableau synthétique qui identifie en ligne les différents indicateurs. J'ai mis en rouge ceux qui sont des taux de réhospitalisation. Et puis en colonne, vous avez les différentes spécialités. Alors quand c'est vert, il y a un accord de la spécialité par rapport à cet indicateur. Et quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Donc on voit quand même qu'il y a des blancs, il n'y a pas de vert partout. Donc ça veut dire que quelque part quand même, chaque spécialité a plutôt une vision de dire pour ce taux de réhospitalisation, moi je veux plutôt à 48 heures, moi je veux plutôt à 7 jours, moi je veux plutôt à 30 jours. Donc il n'y a pas de consensus entre toutes les spécialités sur un ou sur 2 indicateurs. Et la dernière étude, c'est la bimortalité des prostatectomies qui vous a été présentée. Je vous rappelle, c'est une étude sur 5 années. À partir du PMSI, on a à la fois calculé un taux de réhospitalisation à 30 jours et un taux de complication à la fois dans l'épisode initial et 30 jours qui suivent à la sortie. Alors, pour identifier ce taux de complication, on est reparti de croisement entre des actes
qui signifie des complications et des diagnostics. Et on a classé tous ces actes et les diagnostics par des combinaisons. C'était extrêmement compliqué parce qu'il a fallu chaîner les séjours pour identifier en 8 familles la famille des complications hémorragiques, des phlébites, de désunions de plaies, etc. Les résultats nationaux, et je pense qu'ils sont assez intéressants, c'est qu'on a 7% de complications dans les 30 jours à la sortie, alors que quand on regarde le taux de réhospitalisation brut, on a 17%. Donc, on voit bien qu'on a 10 points d'écart entre le taux de réhospitalisation et le taux de complications dans les 30 jours. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne peut pas superposer taux de complications et taux de réadmission. Alors, la première conclusion, c'est quand on a fait la synthèse de ces différents rapports, on a conclu que le taux de réhospitalisation était différent stricto sensu d'un taux de complication, mais qu'en fait, il était couramment utilisé comme un indicateur de vigilance. Il n'y a pas de consensus entre les spécialités sur un seul indicateur. Est-ce qu'on est dans le J3, le J7 ou le J30 ? Finalement, on trouve plusieurs indicateurs qui répondent à des finalités différentes. Les indicateurs à 3 à 7 jours, c'est plutôt sur la qualité intra-hospitalière. Les 30 jours, c'est plutôt sur le reflet territorial. Et que le PMSI a quand même ses limites, mais il se prête au moins aussi bien à l'analyse de la qualité que les données spécialement collectées. Et puis, on voit bien, si on veut être pertinent, il faut prendre en compte le case mix des établissements. Il faut raisonner par spécialité, par groupe d'actes et par acte. Alors, par rapport à ces éléments, quelle transposition application possible qu'on propose de faire pour Visushir? Premièrement, un élément essentiel, c'est qu'on souhaite prendre en compte et conserver les grands principes de Visushir. Je rappelle ces 3 grands principes. Premièrement, on travaille toujours au niveau le plus fin, c'est-à-dire l'acte CCM et non pas le GHM. Et ce qui veut dire que si on travaille sur l'acte fin, c'est 4600 actes d'un côté. Et puis, par exemple, pour la HAS, quand il part sur les racines de GHL, c'est 214. Donc, on voit bien que le niveau de granularité est complètement différent et du fait, la pertinence est aussi différente. On veut effectivement à la fois faire des indicateurs sur l'ambulatoire et sur le conventionnel, ne pas séparer certains indicateurs pour l'ambulatoire et d'autres pour le conventionnel, parce que quelque part, si on veut comparer les pratiques ambulatoires avec les pratiques conventionnelles, il faut bien qu'on ait les mêmes indicateurs. Et puis, un élément important, c'est qu'on a un open data, ça veut dire que tout le monde voit tout. Donc ça, c'est un sujet effectivement important par rapport à la transparence. Donc, la proposition qu'on fait, c'est de construire un taux de réhospitalisation dans Visushir, qui est un taux brut, qui est construit au niveau le plus fin possible, c'est-à-dire le niveau CCM. On ne met pas un seul taux, mais on met plusieurs taux disponibles. Chacun peut choisir son propre taux. On peut avoir des actes par acte CCM, on peut avoir un taux, on peut avoir des taux par spécialité, par famille d'actes, par super famille d'actes. Et chacun, finalement, va pouvoir choisir le temps d'observation. Il peut choisir entre 1 jour et 30 jours. Moi, je veux par exemple regarder le 10e jour parce que je suis ORL, je sais qu'il y a une chute de l'escar en amygdalectomie au 10e jour. Donc, je veux regarder à 10 jours. Et si je regarde à 7 jours, je le perds. Et si je regarde à 30 jours, je suis trop loin par rapport à ce 10 jours. Et on a effectivement voulu aussi nettoyer tous ces taux, puisqu'ils sont bruts, avec tout ce qui pouvait fausser l'interprétation, séances, chimio, les bilatéralités, qui est un sujet extrêmement important, les modes de sortie, les accouchements, etc. Alors, la représentation, elle sera selon ces graphiques. À gauche, vous avez un tableau synthétique où on a la différence en ligne, on a ambulatoire, conventionnel et total général. Et en colonne, vous avez le 3 jours, 7 jours et 30 jours. Et à droite, vous avez un graphe détaillé où vous aurez des bâtons, chaque bâton concernant une journée. Donc, vous pouvez, effectivement, on pourra zoomer entre, par exemple, le 12e et le 14e jour. Ça, on peut le faire acte par acte, avec un volume de réhospitalisation et puis un taux de réhospitalisation cumulé. Donc, on pourra voir par rapport au 14e jour, on a tel taux par rapport à tel acte. Et la deuxième conclusion, et j'en terminerai par rapport à ces éléments, les experts ont été extrêmement intéressés par rapport à cette mise à disposition. Ils ont souligné l'importance de bien encadrer cette mise en ligne, à la fois du point de vue sémantique. Le taux de réhospitalisation, c'est bien un indicateur de vigilance pour aller plus loin et pour permettre le suivi temporel. Ce n'est pas un indicateur de complications parce que pour nous, les travaux sur les complications, ça relève effectivement d'autres travaux, ces travaux statistiques, retour de dossier médical, des registres spécifiques, et finalement, ces travaux ne sont pas compatibles avec les logiques actuelles de Visushir, qui fait qu'on est en open data, on veut des données disponibles nationalement. Deuxième élément extrêmement important, c'est l'accompagnement, et chaque société savante CNP devra construire à partir des résultats sa propre grille d'analyse et les pistes d'interprétation pour aider l'utilisateur à maîtriser au mieux l'interprétation de l'indicateur. Avec notre principe, c'est qu'on reste dans un outil professionnel
et qu'on a comme objectif de garantir la déviance d'utilisation en particulier inappropriée, et le fait d'avoir une multitude de taux disponibles, puisque quelque part, on pourra avoir 400 000 taux disponibles dans la base, évite la stigmatisation qui serait de fait si on avait un seul taux. Et ces taux pourront aussi alimenter les travaux sur la rénovation de la CCM, puisqu'aujourd'hui, on réfléchit par rapport à un acte global et par rapport à la durée de post-opératoire. Et là, on pourra voir acte par acte, finalement, par rapport aux réhospitalisations telles qu'elles sont définies à l'ANIS par la suite, si on peut faire finalement un élément global 14 jours ou s'il faut rester plutôt 7 jours sur cet acte, etc. Voilà, je vous remercie. Merci. Très clair. Et là, on a vraiment bénéficié de votre énorme expérience de la question et de la progression dans votre réflexion conjointement, évidemment, avec la HS. Juste un tout petit point de détail, puisqu'on va parler de prostatectomie. Nous avons revu récemment en prospective comparatif les prostatectomies radicales en comparaison de l'ultrason, c'est un autre sujet, mais on a une base de 1500 patients qui rejoint votre taux de 7% de complications. Simplement pour préciser un chiffre, ces complications ont mené à réintervention, donc clavienne d'Ido supérieure à 3A, pour ceux qui connaissent, dans 2,74%, c'est un chiffre qui est tout récent, que je mets à votre disposition. On est à 7% de complications. 7 complications. 7% et 17% de réhospitalisation. Moi, je vous parle de réintervention. Oui, donc on est effectivement en dessous des 7%. Tout à fait. On est à 2,74% pour la prostatectomie à partir de 1500 cas dans 35 centres. Donc ça va dans le même Exactement. C'est pour ça que je vous donnais ce chiffre. Didier. Je vais rebondir sur ces chiffres, que j'ai une question à vous poser. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour ce travail extraordinaire et surtout de mettre ce travail extraordinaire en open data au service des CNP. Et là, c'est top parce que les CNP sont en train de monter en puissance. S'ils n'ont pas d'outils pour travailler, ils auront du mal à conseiller la profession pour améliorer ses pratiques. Donc, votre travail, ton travail est extraordinaire. On se battra en tant que syndicaliste et même dans les CNP contre les résumés trop rapides. Et j'en ai parlé avec Guy Valencien. Aujourd'hui, stigmatiser 25% d'établissements qui font moins de 15 prostatectomies radicales, c'est pas suffisant. Si on a un urologue qui en fait 15 et qu'il a 0 réhospitalisation, c'est mieux que parfois une équipe de 4 urologues qui vont en faire 25 et qui vont avoir 80% de réhospitalisation. D'où l'utilité de définir des critères tous ensemble. Et ma question, elle est très simple. Finalement, comment on explique 7% de complications, 16,5% de réhospitalisation? J'aurais imaginé l'inverse, 16,5% de complications et 7% de réhospitalisation. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est comme ça que ça se présente. Est-ce qu'on peut être hospitalisé pour autre chose que pour une pathologie en lien avec la pathologie d'intervention de départ? Si vous êtes diabétique et que vous avez une décompensation dans les 30 jours, c'est pas lié forcément à l'intervention chirurgicale, mais c'est une hospitalisation. Et puis, on a toujours des taux de hospitalisation qui sont finalement plus élevés que le taux de complication. D'accord. Et comme on opère des malades de plus en plus avec des grosses comorbidités, on peut imaginer que l'autre intervention va déstabiliser l'état général et qu'on réhospitalise. Sauf que là, sauf que pour les prostatectomies, on est plutôt sur des comorbidités faibles, puisqu'on est de 70 ans, etc. Oui, on est par rapport à dans les prostates radicales. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est là où le PMSI peut apporter quelque chose. Tout à fait. Avec l'important, je le souligne, c'est de travailler au niveau de l'acte. Parce que si vous travaillez au niveau du GHM, qui est un regroupement médico-économique, alors dans certains GHM, ce sera pertinent parce que vous avez une homogénéité des actes. Mais dans des groupes où il n'y a pas d'homogénéité des actes, ce n'est pas pertinent de travailler sur les GHM. Avec la grosse difficulté, c'est quand vous travaillez sur 4600 actes, ce n'est pas la même chose que de travailler sur 200 groupes. Donc, quand vous chaînez les séjours, c'est un gros travail énorme. Mais on y va. Ça me paraît pertinent, effectivement, d'aller au plus fin. Très bien. Écoutez, oui, pardon, Patrick. Je voudrais remercier Luc Bontemps de notre accompagnement, notamment à l'affût, et de sa prise en compte de notre volonté à l'époque que les professionnels puissent utiliser cet outil pour notre propre évaluation. Et je vois l'aboutissement enfin de ce travail d'il y a quelques années et qui va servir pour les CNP, pour les professions, et les professions doivent s'en emparer. Et l'affût a toujours été en avance sur l'exploitation et l'utilisation des données aussi. L'affût est toujours en avance, c'est bien de le reconnaître. Simplement, une dernière chose, et d'ailleurs, c'est un autre ancien président de l'affût qui le soulignait également, qui est président du Haut Conseil de nomenclature, François Richard, l'importance des registres.
l'importance des registres d'activité pour mesurer les activités, mais qui permettent aussi d'évaluer éventuellement le taux de complication. Et s'il fait presque aussi. Mais exactement. Donc, les deux vont aller ensemble, vraisemblablement. Ça va être convergent. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.